La vidéo de révision concernant la première partie du thème 1, le territoire européen, est basée sur la problématique suivante: comment l'Europe peut-elle être à la fois plurielle et unie, fragmentée et singulière? On va d'abord rappeler les différents éléments relatifs à notre définition de l'Europe, en précisant d'abord que c'est une partie du continent eurasiatique, donc c'est d'abord un continent, une partie de continent, qui s'étend en réalité de l'océan Atlantique et de la Méditerranée, donc à l'Oural à l'est, et à l'océan glacial arctique au nord. Par ailleurs, c'est aussi une entité politique, c'est-à-dire une union d'États qui reste souverain, composée de 27 États aujourd'hui, en l'occurrence, effectivement, 28 États qui se sont progressivement associés à partir de 1957 pour fonder l'Union européenne. Donc, c'est une définition à la fois géographique, mais c'était aussi une définition politique. On peut y rajouter une définition éventuellement culturelle, en ce sens où cette ère présente une certaine forme d'unité, notamment religieuse, par exemple, puisqu'on peut y trouver des religions donc qui sont essentiellement chrétiennes, que ce soit catholiques ou orthodoxes par exemple, et avec quelques minorités, notamment comme la minorité musulmane ou la minorité juive. On va entrer ensuite dans le sujet d'étude, le développement du très haut débit dans Nouvelle-Aquitaine, une action pour l'intégration en Europe. Et avec la problématique suivante, comment la Nouvelle-Aquitaine s'intègre au territoire européen en tant qu'acteur clé du développement local. Première partie, quels sont les besoins qui justifient l'implantation du très haut débit en Nouvelle-Aquitaine? En se basant sur la question suivante, quel diagnostic établir pour les besoins de l'ancienne région Limousin en Nouvelle-Aquitaine? Nous allons donc maintenant établir un diagnostic pour des besoins en fait, de l'ancienne région Limousin en Nouvelle-Aquitaine, dans le domaine notamment des aménagements numériques. Alors, en premier lieu, nous allons travailler sur un document principal, qui est le document présentant l'implantation des zones pilotes du SDAN, schéma directeur d'aménagement numérique, dont l'objectif est d'augmenter les débits dans des territoires où, en réalité, ces débits sont faibles, voire très faibles. On peut voir sur cette carte différentes zones, donc notamment celles concernées par le projet pilote, avec donc les zones en bleu foncé notamment, des zones qui n'ont pas émis de candidature, des communautés de communes qui n'ont pas établi de candidature notamment, des candidatures non retenues par ailleurs, et enfin des zones qui sont précisées comme zone AMI-I ou AM2 en réalité, qui sont des zones qui bénéficient déjà par le biais des opérateurs privés d'une montée en débit liée à l'installation de la fibre optique. C'est le cas pour les agglomérations de Limoges, Guéret et Brive, qui par leur densité et le nombre de connexions disponibles rendent, exploitable et rentable la mise en place de la fibre dans ces zones par les opérateurs privés. Dans les autres zones, la faible densité ou le faible nombre de connexions possibles nécessite une intervention publique, notamment par le biais d'un acteur qui est Dorsal, qui est un syndicat mixte qui a été mis en place par la région, l'ancienne région Limousin de fait, et qui va devenir par la suite une SPL, on y reviendra, et qui a pour objectif donc de mettre en place, dans la mesure où les opérateurs privés sont défaillants, le très haut débit dans les différentes zones concernées par ce projet pilote. Alors, on peut s'interroger, par le biais notamment des documents 1, 2, 3 et 4, qui étaient nos documents d'appui, sur les nécessités qui ont amené justement à l'augmentation du débit dans l'ancienne région Limousin. Partons d'abord du document 4 qui réalise un constat assez éloquent, qui est celui de la quasi-absence dans notre ancienne région de lignes très haut débit. Et donc, en réalité, d'un pourcentage de lignes qui ont accès à moins de 30 mégas, voire à un débit qui est parfois inférieur à 512 kO, c'est-à-dire à la DSL, dans un certain nombre de communes, voire de communautés de communes, dans notre ancienne région.
Alors cela pose des problèmes dans la mesure où eh bien, notre ancienne région est marquée par différents soucis ou différents problèmes déjà assez marqués. En premier lieu, le taux de pauvreté dans les départements en 2015, où on peut voir que la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze eh bien, présentent justement une pauvreté qui peut aller de 12 à 14% pour la Corrèze, de 14 à 16% pour la Haute-Vienne, ou de 16 à 27% pour la Creuse notamment. On peut donc, si on établit une moyenne, considérer que eh bien, notre région est plus pauvre que la moyenne nationale, globalement, dans la mesure où, effectivement, elle est concernée notamment par un chômage relativement important, qui explique qui explique souvent cette pauvreté. De la même manière, si on prend le document 3, on peut voir que notre ancienne région est une région relativement âgée, dans la mesure où 2 départements sur les 3, la Creuse et la Corrèze notamment, ont plus de 26% de leur population qui a plus de 60 ans. Donc on est face à des départements relativement âgés, ce qui entraîne par ailleurs des problèmes notamment liés à la couverture médicale, dans la mesure où ces départements sont pour la plupart ruraux, notamment principalement en Creuse, où on trouve par exemple moins de 250 médecins pour 100 000 habitants, en sachant effectivement qu'on est en réalité sur la région dans la moyenne, puisqu'on peut voir notamment que la Haute-Vienne est plutôt très bien desservie, et la Corrèze un peu mieux que la Creuse notamment. Mais il n'en reste pas moins que pour une région âgée, rurale et avec notamment un habitat dispersé, eh bien, le nombre de médecins est finalement assez faible, bien que correspondant globalement à la moyenne. Donc tout cela crée des besoins significatifs. On peut penser que la lutte contre la pauvreté passe d'abord par la lutte contre le chômage, par exemple. Et cette lutte contre le chômage rend la nécessité pour les territoires de l'ancienne région Limousin d'être attractifs. Pour cela, être actif à la fois pour les entreprises, notamment pour lutter contre le chômage et réduire la pauvreté, et rendre attractif notamment pour les populations les plus jeunes, pour réduire notamment le vieillissement de la population et les conséquences relativement négatives qui en découlent, en termes de manque de dynamisme notamment. Et de fait, pour cela, il est nécessaire de rendre ces territoires attractifs en les connectant au mieux à la mondialisation, c'est-à-dire notamment, en premier lieu, par la mise en place de réseaux numériques importants, c'est-à-dire tout simplement du très haut débit. Et on pensera à l'installation justement de ce projet pilote, SDAN, le schéma directeur d'aménagement numérique, qui vise pour les territoires sans doute les plus ruraux et les plus marqués par le vieillissement, à essayer de s'insérer justement au mieux dans la mondialisation par le biais du développement du très haut débit, qui pourra permettre donc de rendre ces territoires attractifs, à la fois pour les jeunes et pour les entreprises, mais aussi par exemple de pouvoir installer des solutions, par exemple dans les déserts médicaux, notamment de la Creuse, avec notamment la mise en place de la télémédecine qui pourrait permettre notamment aux personnes âgées de ne pas se déplacer, de pouvoir consulter un médecin à distance, bien sûr avec l'aide notamment d'un infirmier qui pourrait se déplacer chez les personnes âgées. Donc tous ces objectifs mettent en lumière la nécessité d'augmenter les débits dans la région par le biais d'un projet qui a été mis en place pour pallier l'absence et les carences des opérateurs privés. Donc une opération publique menée par l'ancienne région Limousin. Donc ce qui nous amène au bilan. D'abord, un constat qu'on peut mettre en place. Une région relativement pauvre, avec des problèmes de chômage assez marqués. Une région qui par ailleurs justement est marquée aussi par la question du vieillissement de sa population, qui peut entraîner des besoins notamment médicaux importants, entraîne donc la nécessité de mettre en place des projets visant à redynamiser ces territoires, en les rendant attractifs par le biais de la mise en place par exemple du réseau internet. Donc la nécessité de rajeunir cette population là, en rendant ces territoires attractifs pour les plus jeunes, de les rendre attractifs pour les entreprises de manière à lutter contre le chômage et ainsi la pauvreté, et par ailleurs aussi de mieux connecter ces territoires de manière à faire en sorte que se développent des usages
comme la télémédecine. Donc pour y remédier, donc la mise en place du SDRN, schéma directeur d'aménagement numérique dans la région, qui va permettre de développer un minimum de 5 mégasecondes pour la plupart des habitants de ces zones, donc entre un débit entre 5 et 80 mégasecondes, et qui doit permettre à terme de rendre ces territoires attractifs, donc de lutter contre le chômage et le vieillissement de la population, et de permettre aux personnes âgées justement de pouvoir mieux se connecter notamment, et de mieux bénéficier d'une couverture médicale plus satisfaisante, notamment en Creuse. Donc tout cela doit permettre d'améliorer la situation initiale que l'on a évoquée précédemment. On va se penser ensuite la question de savoir comment la région Nouvelle-Aquitaine développe le très haut débit dans notre ancienne région. Et ainsi, on peut se poser la question suivante: quelles sont les bases du projet THD dans l'ancienne région Limousin en Nouvelle-Aquitaine? Alors, pour répondre à ces deux questions, on va se servir des documents A et B. D'abord, donc le SDAN Limousin, donc, qui est un texte qui présente en réalité justement la réalité de ce que sera le projet sur le plan technique. Et ensuite, la chronologie établie là encore par le syndicat mixte Dorsal pour la mise en place de ce très haut débit entre 2015 et 2035, donc sur une période de 20 ans. On s'appuiera ensuite justement sur différents documents qui vont nous permettre de voir un petit peu qui finance et quel est l'impact de ce projet en termes d'avant-après finalement dans la collectivité locale, dans la communauté de communes de Rochechouart-Saint-Junien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le PCI POL, aujourd'hui Porte-Océane Limousin. Bien, alors, pour essayer de revenir sur ces différents points, il faut d'abord justement rappeler que l'objectif de ce projet est d'apporter un minimum de 5 mégasecondes à l'ensemble de la population concernée par le schéma directeur d'aménagement numérique et de pouvoir éventuellement aller jusqu'à 80 mégasecondes dans la plupart des territoires. Donc il s'agit en réalité d'implanter des sous-répartiteurs dans les différents villages qui étaient jusque-là éloignés à plus de 5 km des centres qui disposaient d'un répartiteur principal qui apportait simplement sur ces 5 km un débit qui pouvait aller de 120 à 1 mégaseconde, voire moins. Au-delà de 5 km, eh bien, les connexions devenaient défaillantes. Donc dans les villages à plus de 5 km, l'objectif est d'y installer, grâce à ce schéma directeur d'aménagement numérique, des sous-répartiteurs qui vont permettre, là encore, de développer de manière concentrique des connexions qui vont aller de 80 à 5 mégasecondes pour les zones les plus éloignées, à peu près, là encore, à 5 km. Donc au-delà, effectivement, là encore, dans les zones qui seront les plus éloignées, on peut imaginer que la téléphonie 4G notamment, ou le satellite permettront de compenser les carences de ce schéma directeur d'aménagement numérique. Cependant, on peut penser que le développement et le déploiement de ces sous-répartiteurs va réduire de manière assez significative les zones qu'on peut qualifier d'ombre finalement, les zones blanches où on n'a ni Internet ni 4G par exemple. Bien, alors, on peut se poser ensuite la question, au-delà de cette opération technique qui vise justement sur une période de 20 ans d'amener justement l'ensemble de la région et l'ensemble des habitants de la région de 5 à plus de 200 mégas, puisque l'objectif en 2035 c'est d'avoir atteint 100% de la population qui bénéficie du FTTH, c'est-à-dire d'une connexion fibre à 200 mégas, eh bien de savoir justement comment ce projet est financé. C'est d'abord un projet régional, en ce sens où la région finance à hauteur de 52% la montée en débit, en collaboration avec l'État, qui va financer le projet à hauteur de 13%, et fournisseurs d'accès privés, on peut penser à Bouygues, Free, Orange, etc., qui vont faire bénéficier le projet d'un certain nombre de financements à hauteur de 35%. Et on peut enfin se poser la question de l'impact. Alors, quel a été l'impact de ce projet sur les territoires pilotes, comme par exemple la POL, le PCI, justement, Porte-Océane Limousin, la communauté de communes de Saint-Junien-Rochechouart. Alors, si on regarde justement la carte avant l'opération, avant 2015, on pouvait s'apercevoir qu'une
un large territoire autour de Saint-Junien et autour de Rochechouart notamment, bénéficiait d'un débit très inférieur, justement d'un débit ADSL quasiment inexistant. Après justement l'opération, on peut s'apercevoir que des territoires restent encore en marge, notamment le sud de Saint-Martin-du-Sac ou l'est de Rochechouart ou encore le nord-ouest de Saint-Junien. Mais ces territoires qui représentaient en gros 40% justement de la surface de PCI, de la communauté de communes, eh bien, se réduisent aujourd'hui à moins de 10% de ce territoire. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'impact du SDAN est très satisfaisant dans la collectivité territoriale, dans cette communauté de communes. Et on peut considérer justement que des solutions techniques comme la 4G vont pouvoir permettre justement de réduire ces zones encore blanches, dont la plus vaste est notamment encore au nord de Saint-Junien, au nord et à l'ouest de Saint-Junien en direction de Saya-sur-Vienne. En conséquence, on peut rappeler que le schéma directeur d'aménagement numérique a été réalisé par la région avec pour objectif de développer des sous-répartiteurs complémentaires aux répartiteurs présents dans les principales agglomérations des communautés de communes et que l'objectif était d'atteindre un minimum de 5 mégasecondes autour des principaux répartiteurs, donc une connexion pouvant aller désormais autour des villages dotés de répartiteurs de 80 mégasecondes à donc 5 mégasecondes, c'est-à-dire un débit ADSL suffisant. Donc l'ensemble est financé par la région, principalement l'État, et enfin pour à peu près un tiers par les opérateurs privés. Avec des résultats perceptibles dans la communauté de communes de Saint-Junien-Rochechouart, avec à peu près effectivement un passage de 40% du territoire de la communauté de communes qui ne bénéficiait pas d'internet au débit à aujourd'hui un peu moins de 10% de ce territoire-là. Donc on peut estimer que désormais, dans la mesure où les densités, ce sont les zones sans doute à plus faible densité qui sont moins bien couvertes, on peut estimer que c'est à peu près, donc on est passé à peu près de 60% de la population qui bénéficie d'un internet, qui bénéficiait avant 2015 d'un internet haut débit, à un peu plus de 90%, voire 95% de la population du territoire qui bénéficie maintenant justement d'un débit donc supérieur à 5 mégasecondes, c'est-à-dire suffisant pour les offres triple play, c'est-à-dire qui combinent à la fois accès au débit, téléphone et accès aux vidéos. Enfin, quelles sont les caractéristiques du territoire de la Nouvelle-Aquitaine? Donc, comment définir les principales structures de la région, ses inégalités et ses actions pour s'intégrer au territoire européen? Alors, on va s'intéresser ici à la structure régionale de la Nouvelle-Aquitaine, au travers de 4 documents qui nous présentent d'abord les principales aires urbaines de la région. Ces aires urbaines qui sont centrées autour justement d'abord de Bordeaux, la capitale régionale qui est aussi la métropole, donc une métropole d'envergure nationale, qui justement rayonne autour de métropoles de rang inférieur, hein, comme La Rochelle, Poitiers, Limoges, Périgueux éventuellement, Pau et l'agglomération Bayonne-Biarritz. Ces aires urbaines polarisant justement ces territoires-là, notamment puisqu'une aire urbaine possède un minimum de 5000 emplois, avec notamment justement par ailleurs une région qui est un espace de circulation important entre la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, et l'Europe centrale, ou l'Europe du Nord notamment, en direction de la Randstad Hollande, c'est-à-dire des territoires justement des Pays-Bas, ou encore du littoral de la mer du Nord de la Belgique. Donc il s'agit, on a des axes de communication assez importants, un premier axe justement reliant en réalité Bayonne en passant par Bordeaux jusqu'à Paris, et un autre que l'on connaît mieux justement, qui transite par justement là encore Bayonne-Bordeaux et qui va vers Lyon, avec un axe double, hein, un axe qui passe par Clermont-Ferrand et un autre qui passe plus au nord, notamment en circulant par Angoulême et Limoges.
Autre particularité de la région, c'est sa structure socio-professionnelle. On peut s'apercevoir que la région Nouvelle-Aquitaine présente une population d'agriculteurs, d'artisans et d'ouvriers plus importante que la moyenne nationale notamment, avec un déficit assez important en matière de cadres et de professions intellectuelles supérieures, notamment, ou encore de professions intermédiaires. Mais c'est surtout les cadres et les professions intellectuelles supérieures qui sont très inférieures à la moyenne. Donc on peut se dire en réalité que justement ce sont souvent des professions qui sont les mieux rémunérées et que cela induit un niveau de vie peut-être inférieur à la moyenne nationale ou légèrement inférieur à la moyenne nationale, donc pour l'ensemble de la région. Deuxième sujet, les inégalités territoriales en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on peut s'apercevoir d'abord que, en matière justement de dynamisme de la population et de dynamisme économique, ce sont principalement les régions du littoral de la région, autour de la Gironde notamment, en gros du sud vers le nord, donc globalement de la, des Pyrénées-Atlantiques vers notamment la Charente-Maritime, qui présentent les dynamiques les plus fortes, à la fois en termes démographiques, ce sont les régions les plus attractives, on y reviendra, mais aussi sur le plan économique, ce sont les régions, sans doute, les territoires les plus riches. Plus on va vers l'est, ensuite, plus on trouve les territoires les plus pauvres. Et le territoire le plus oriental, en réalité, justement, celui qui intègre ce qu'on appelle aujourd'hui la diagonale du vide, c'est-à-dire cet espace relativement peu dense et relativement pauvre qui va notamment de la Lorraine à notamment le Limousin, et qui passe par le Massif central, eh bien la Creuse fait partie de ces territoires qui sont relativement pauvres au sein des territoires français. Donc de fait, effectivement, il y a un très fort clivage entre l'est et l'ouest de la région, l'ouest relativement dynamique et relativement aisé, et l'est relativement justement peu dynamique et relativement pauvre. On a vu justement que c'était une des problématiques régionales justement de l'ancienne région Limousin. Bien, ce qui nous amène justement à considérer l'attractivité de chacun des territoires, puisqu'on parle d'inégalité ici. Rappelons effectivement que on a des territoires qui croissent à la fois par solde migratoire, c'est-à-dire par arrivée supérieure au départ dans ces territoires, dans ces départements, et par solde naturel, c'est-à-dire naissance supérieure au décès. Donc on peut s'apercevoir que dans la plupart de ces territoires, c'est surtout le solde migratoire qui permet une certaine évolution positive de la population. C'est le cas dans les Landes, en Gironde, en Charente-Maritime, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne, dans le Lot, dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne, en Charente, en Haute-Vienne. Mais on peut s'apercevoir que la Creuse et la Corrèze, notamment si on fait le rapport entre les deux, entre le solde migratoire et le solde naturel, on peut s'apercevoir donc que ce sont des régions, des départements qui sont eux déficitaires. D'accord ? Bien. Par ailleurs, on peut s'apercevoir aussi que ça a un impact en termes d'évolution de la population. On peut voir notamment que la population de la Creuse, justement, a eu tendance justement à diminuer sur ces dernières années. La Corrèze a une quasi-stagnation de sa population, la Charente voit une légère augmentation, et on peut s'apercevoir en fait que plus on va vers l'ouest, et plus les territoires sont dynamiques, en réalité, en termes de population et d'attractivité. Alors, cela peut s'expliquer notamment par les emplois disponibles qui se concentrent principalement dans les principales aires urbaines. C'est le cas notamment de Bordeaux, de Limoges, de Poitiers, La Rochelle, Pau, Niort, ou encore justement la région urbaine de Bayonne. Sujet 3, les actions du Conseil régional pour le développement. Alors, ces actions sont en réalité multiples. Elles visent notamment à mieux intégrer le territoire, comme on a pu le voir, dans la mondialisation. Elles passent par le renforcement des axes de communication, qui sont en réalité des axes internationaux, comme la RN 141, qui est un axe très fréquenté par les poids lourds, notamment parce qu'il relie la péninsule ibérique à l'est de l'Europe, et amène à des circulations très importantes, plus de 10 000 véhicules par jour, sur une route qui ne présente que une fois 2 voies en réalité, et qui est à la fois accidentogène, risquée, et souvent très saturée et très polluée. Donc l'objectif
comment dirais-je, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de travailler à la mise en place de 2 fois 2 voies sur cette RN 141, sur le dernier tronçon où les 2 fois 2 voies ne sont pas présentes, c'est-à-dire globalement entre Exideuil, la sortie de Chabanais, et Chasseneuil-sur-Bonnieure. Donc l'idée, c'est de renforcer cet axe de manière à améliorer la sécurité, permettre une meilleure circulation, fluidifier la circulation notamment. Donc cela vient compléter par ailleurs, eh bien, notamment en ancienne région Limousin, le déploiement du SDAN, avec pour objectif, comme on l'a vu, de mettre en place 5 mégas pour tous, par différentes technologies. On a vu le cas des sous-répartiteurs du schéma directeur d'aménagement numérique, du SDAN pilote notamment, mais aussi justement la mise en place d'une SPL, le passage donc de ce syndicat mixte dorsal, donc syndicat public-privé, à un passage à un syndicat qui concernait le Limousin, à un syndicat justement, une SPL qui sera donc celle de la Nouvelle-Aquitaine, et qui va concerner justement à la fois donc, la Nouvelle-Aquitaine et les opérateurs privés pour améliorer les débits et permettre une meilleure connexion à la mondialisation de l'ensemble des territoires, et en particulier ceux de l'Est, ceux qui sont les moins dynamiques comme on a pu le voir précédemment. Enfin, sujet 4, l'intégration de la Nouvelle-Aquitaine dans l'espace européen. Alors, la Nouvelle-Aquitaine est un territoire qui est traversé justement par des axes nationaux et internationaux, on l'a vu vers le nord de l'Europe ou vers l'est de l'Europe notamment, avec cette question de la RN 141 qui était très saturée, justement, on l'a pu le voir. Donc, cette région qui est un espace justement traversé par ces grands axes vise à mieux s'arrimer à la mondialisation, notamment par le développement des technologies de pointe dans les pôles de compétitivité et les technopoles. On peut s'apercevoir que dans l'ancienne région Aquitaine, c'est Bordeaux qui présente Bordeaux et la région de Bayonne notamment, qui présentent les plus grands sites de technopoles. Je vous rappelle qu'un technopole, c'est un site qui combine la recherche dans les hautes technologies dans les universités et des entreprises de haute technologie qui emploient finalement ces personnes qui sont formées dans ces universités. Alors on peut en distinguer plusieurs, dont le principal qui est d'abord l'Aerospace Valley, qui sont des technopoles qui travaillent sur en réalité donc 2 grandes régions, d'abord la Nouvelle-Aquitaine et ensuite l'Occitanie, et qui permettent de combiner donc les technologies développées à Bordeaux et à Toulouse. Ensuite, on peut trouver Agri Sud-Ouest Innovation, Avenia, Cancer Biosanté, etc., qui sont une série de technopoles présents sur l'ensemble de la région. On pourra rappeler par exemple que Limoges est spécialisé, donc avec Elopsis, dans la question justement de l'optique, de la photonique, etc., mais aussi des céramiques. Bien. Pour terminer, on peut rappeler aussi que l'Aquitaine disposait d'une stratégie euro-régionale, c'est-à-dire d'une alliance avec des régions de l'autre côté de la frontière espagnole, notamment avec le Pays basque espagnol. Et la Nouvelle-Aquitaine va poursuivre cette stratégie qui vise à faire collaborer les entreprises, les universités, mais aussi les services publics de part et d'autre de la frontière dans une perspective européenne. Et c'est là où on rejoint la question de l'Union européenne, sur laquelle on reviendra par la suite. Donc au final, on rappelle que la structure urbaine de la région est basée sur d'abord la prédominance de Bordeaux, avec des pôles secondaires comme La Rochelle, Poitiers, Limoges, Périgueux et éventuellement Pau et Bayonne, que ces grandes aires urbaines concentrent la plupart des emplois régionaux, et que cette structure urbaine est marquée par des qu'on concentre les axes de communication les plus importants. Cela dit, ce territoire est aussi marqué par des inégalités régionales relativement fortes, notamment entre les départements de l'Est du territoire, donc souvent très dynamiques en termes de natalité, en termes économiques et en termes d'attractivité, et des territoires qui, justement, bien qu'ils soient assez attractifs pour les populations, sont peu dynamiques sur le plan, justement, économique et sur le plan de la natalité, dans l'Est, notamment dans l'ancienne région de Limousin. Ces difficultés sont compensées vers des aménagements régionaux. On peut penser au schéma directeur d'aménagement numérique dans le cadre d'Internet, et l'aménagement de la RN 141 qui est un axe international important,
qui vise à mieux connecter la région justement à la mondialisation, mais aussi faciliter le quotidien des populations, à la fois en termes de connexion Internet, mais aussi en termes de circulation, pour donc permettre la fluidité justement sur les axes de circulation de la région, mais aussi la sécurité des populations qui empruntent ces axes. Tout cela doit permettre justement une meilleure intégration à la mondialisation, notamment justement dans le cadre de la création de nouvelles technologies, avec différents technopoles qu'on peut trouver justement d'abord dans l'Aerospace Valley, c'est-à-dire cet ensemble qui unit Bordeaux et Toulouse, ces deux régions, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, et des pôles de compétitivité régionaux, comme Elopsis à Limoges par exemple, qui concentrent justement des universités ou des centres de recherche et des entreprises qui créent de la haute technologie et qui permettent d'enrichir considérablement les territoires concernés. Enfin, la Nouvelle-Aquitaine va conserver la stratégie mise en place dans le cadre de l'Union européenne, donc avec mise en place déjà par l'Aquitaine notamment, dans ce travail euro-régional avec le Pays Basque espagnol, notamment pour faciliter les échanges de technologies, les échanges donc, notamment aussi entre entreprises, et les échanges de services publics qui doivent permettre justement une meilleure intégration dans l'Union européenne et dans l'espace mondial. Tout ça renforce la structure urbaine régionale cependant, puisque les technopoles sont essentiellement présents dans ces principales métropoles et dans ces principales aires urbaines régionales.